Bien, bonsoir à tous. Le thème de notre conférence, c'est la collaboration de l'homme et la femme dans le monde de ces temps. Alors, nous allons aborder une question complexe, à la fois complexe, mais aussi aux enjeux multiples. La question de la collaboration, mais nous allons commencer ce mois, nous allons étaler cette conférence en 2 mois, ce mois et le mois prochain, de novembre. Cette question de la collaboration de l'homme et la femme dans le monde d'aujourd'hui, on va essayer de l'aborder à travers un concept, je peux dire fédérateur, qu'on appelle le gender, et bon, qui permet, on va voir ce que c'est, on verra les faiblesses de ce concept-là, mais qui permet quand même, à travers lequel on peut lire un certain nombre d'évolutions que nous voyons sous nos yeux. Aujourd'hui, il y a le débat sur la GPA-PMA en France. On verra que même la question du mariage pour tous, on verra qu'en réalité, toutes ces évolutions-là s'ancrent quand même dans l'idée du gender. Mais notre but dans ce cycle de 2 conférences, ce n'est pas de rester sur une critique pour la critique du concept de gender, mais c'est de montrer que derrière cette idée de gender, il y a, c'est une idée, je dirais, qui s'enracine quand même dans une perspective réactionnaire. C'est-à-dire, on va voir l'histoire, le féminisme qui se développe à partir du 19e siècle et qui vient quand même en réaction à des dérives du patriarcat. Il y a eu un patriarcat pendant des siècles. On sait un peu à l'Empire romain ce qu'on appelait le pater potestas, le pater familias, qui recouvrait même le droit de vie ou de mort qu'un père avait sur ses enfants et sur son épouse. Il y a cette dérive, il y a aussi un certain nombre de dérives qu'on rencontre dans notre culture, un certain nombre de stéréotypes de violence contre les femmes et qui ont suscité un peu cette réaction qui elle-même aujourd'hui est aussi allée dans les extrêmes. Donc en fait, la situation actuelle, c'est la confrontation de 2 extrêmes en réalité. C'est-à-dire, autour de la question du gender, c'est 2 extrêmes qui entrent en conflit. Les dérives du patriarcat qui s'expriment toujours dans ce monde contemporain, mais aussi les dérives donc, du gender ou du féminisme. Le féminisme poussé dans ces extrêmes, dans une perspective radicale. On est en plein dans ce combat aujourd'hui, d'où l'idée d'arriver à la collaboration. Comment repartir sur de nouvelles bases et retrouver la relation originelle, l'esprit originel ou le projet originel de Dieu sur l'homme et la femme. Et on va voir que c'est un projet de collaboration. Donc aujourd'hui, on va commencer par le gender. Et en commençant par le gender, on va voir d'abord une approche socio-linguistique du concept, ensuite une approche historique, une approche philosophique, et nous verrons ensuite quelques conséquences sociétales. Alors, je ne vais pas définir le gender tout de suite. On va attendre un peu vers le milieu, lorsqu'on verra les conséquences du gender au niveau sociétal. À ce moment-là, on va définir ce que c'est que le gender. C'est intéressant. J'ai fait déjà cette conférence plusieurs fois. La première fois, c'était en 2016, à Colonne de Feu, qui avait organisé des journées de famille. J'ai fait cette conférence la première fois. J'aime bien commencer cette conférence par une question de terminologie. Et en réalité, le débat sur le gender commence là. Parce que en 1995, lors de la conférence sur les femmes de Beijing, c'est le Saint-Siège qui avait posé la question du gender au détour donc de ce problème de terminologie. C'est-à-dire qu'on allait à une conférence qui va traiter du droit des femmes, mais on se retrouve avec un document préparatoire où le mot gender revenait tout le temps. Et donc, on a voulu savoir, les délégués du Saint-Siège ont posé la question, mais qu'est-ce que le gender?
Et tout le monde peut se poser cette question. Moi, je me suis posé cette question-là. Si on parle de droits de femmes, pourquoi donc ne pas parler de femmes? Alors, à un moment, ici au Cameroun, on a eu un ministère de la condition féminine, de la promotion de la femme. Si la perspective était celle-là, pourquoi parler de gender? On a des pays qui ont changé d'intitulé des ministères des femmes, comme au Sénégal, par exemple, où à un moment, on a dit ministère du gender. Donc, si c'est les femmes, le mot gender vient d'où? Pourquoi ne pas dire femme, tout simplement? Et c'est là où on va voir tout simplement qu'en fait, il faut situer le mot gender dans une série, disons, de manipulations linguistiques qui sont opérées depuis des décennies et qui ont pour objectif de remplacer certains mots qui sont chargés moralement, n'est-ce pas, par d'autres mots qui sont un peu plus polissés et derrière lesquels, nouveaux mots derrière lesquels on avance masqué, n'est-ce pas? On cache en réalité un agenda idéologique, un agenda anthropologique, n'est-ce pas? Donc, il faut être très attentif à ces mots. Je vais prendre quelques-uns de ces mots-là pour qu'on se comprenne bien. Regardez un peu l'adultère. Si vous lisez des journaux, vous suivez la télé, etc. en Europe, vous allez voir qu'on n'utilise presque plus le mot adultère. N'est-ce pas? Lorsqu'un conjoint a trompé l'autre, on dit qu'il a eu une aventure extra-conjugale. On n'utilise plus le mot adultère. Pourquoi? Vous voyez tous que dans la conscience sociale, le mot adultère est pesant moralement. C'est une charge morale qui est négative. Alors on dit relation extra-conjugale. Ouais, c'est quelque chose d'un peu plus policier. Hein? Bon, ensuite aussi, prenons l'avortement. Si vous regardez encore une fois, vous regardez les documents, etc., il n'y a que l'Église qui continue de parler d'avortement. Mais en fait, si vous lisez les journaux, bon, vous allez voir qu'on parle toujours d'IVG, n'est-ce pas? Interruption volontaire de grossesse. Vous voyez un peu, interruption volontaire, le mot volonté, qui renvoie aussi à la liberté. N'est-ce pas? Une conception évidemment dévoyée de la liberté. Donc vous voyez un peu comment est-ce que le mot avortement qui était chargé, qui dans la conscience collective ressemble à un crime, on essaie donc d'atténuer cette charge morale-là en parlant d'IVG. Bon, c'est la même chose, vous allez suivre par exemple, on va vous parler, toujours parlant d'avortement, on va vous parler du droit reproductif, du droit à la santé reproductive, etc. Toujours la notion du droit qui revient, le droit, un droit. Bon, il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, le concubinage. Aujourd'hui, on va dire compagnon, compagne. Ouais, même ici, hein, j'ai constaté que, bon, ici vous savez, c'est plus grave dans notre contexte africain parce que je dis toujours que ici en Afrique, les rapports hommes-femmes étaient très, très codifiés. Il n'y avait pas n'importe quel type de relation entre. Une femme était, pour un homme, était une sœur ou bien l'épouse, n'est-ce pas, peut-être dans le sens large. Et vous voyez, par exemple, dans ma langue, le mot pour dire concubin, c'est un mot très. C'est un mot. Quand on dit ivoine, vraiment, c'est dur. C'est une insulte quasiment. Et donc, vous voyez, on dit compagne. Aujourd'hui, j'entends ça ici. Ça, c'est ma compagne. Ça, c'est mon compagnon. Vous voyez un peu. On est allé même plus loin. Vous voyez, la contraception, on dit planning familial. On aime aller plus loin. Prostitution, on dit travail du sexe. N'est-ce pas? Pornographie, on dit matériel pour adultes. Je crois que vous avez suivi cette expression-là. Voilà un peu le contexte. Je peux prendre le mot même homophobie. Vous voyez un peu comment. Regardez la construction, n'est-ce pas? Si vous regardez un peu l'étymologie du mot homophobie, haine, littéralement, c'est la haine de l'homme, n'est-ce pas? Pour parler peut-être de l'opposition des gens à l'homosexualité, on qualifie ça d'homophobie, quelque chose qui est plus lourd, n'est-ce pas? Parler de la haine de l'homme. Donc, en fait, en réalité, j'ai voulu faire un peu cet examen socio-linguistique pour montrer que le mot gender s'inscrit là. Et j'ai posé la question dès le départ, pourquoi on n'a pas parlé de... Pourquoi on ne parle pas de femmes? Tout simplement. S'il s'agit de femmes, parce que dans l'inconscient collectif, si vous interrogez la plupart des gens dans la rue, vous leur demandez le gender c'est quoi, on comprend que c'est... on est en train de parler des femmes, ou on est en train de parler des droits des femmes, de la promotion de la femme, de l'émancipation de la femme. Bon,
Mais on verra que c'est très loin de ça, n'est-ce pas? Et on verra d'ailleurs que c'est même les auteurs du gender, ceux qui sont à la base des études de gender studies, comme on dit aux États-Unis, c'est eux-mêmes qui disent ce que c'est que le gender. Donc, maintenant aussi, on peut regarder d'un point de vue, c'est un point de vue socio-linguistique, comme je disais, mais d'un point de vue historique aussi. Bon, pour comprendre le gender, il faut rentrer un peu dans l'histoire du féminisme. Parce qu'en fait, le gender, vous avez compris la confusion, n'est-ce pas, qui est faite entre féminisme et gender, n'est-ce pas? Mais en fait, cette confusion-là autorise quand même à rentrer dans l'histoire, n'est-ce pas? Et à regarder, inscrire le féminisme, le gender, dans une trajectoire historique qui s'enracine un peu à partir de ce qu'on appelait le féminisme social. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au 19e siècle, aux États-Unis, il y a un mouvement de revendication des femmes qui naît, ce qu'on appelait la première vague du féminisme, et qui était un féminisme objectif. C'était vraiment des revendications sociales, politiques, tout à fait objectives, parce que les femmes demandaient par exemple le droit de vote. Je crois que c'est objectif, personne ne peut contester ça, les droits économiques, et le droit même d'aller à l'école. Je vous rappelle par exemple que vous voyez, quand je parlais des dérives du patriarcat tout à l'heure, vous voyez que jusqu'à la fin du 19e siècle, même début du 20e siècle, dans beaucoup de pays, les femmes ne pouvaient pas aller à l'université. Et même si vous allez dans un pays comme la Belgique, même quand elles allaient à l'université, il y a des filières, par exemple, qu'elles ne pouvaient pas faire. Vous voyez donc, au 19e siècle, les femmes revendiquent ces droits qui sont des droits sociaux, qui sont des droits politiques, économiques, et donc le droit de vote d'ailleurs va arriver beaucoup plus tard. Vous savez qu'en France, c'est en 60 ou 61 que le droit de vote est accordé aux femmes. Donc vous voyez que ce féminisme-là est objectif. Je crois qu'on ne peut pas objectivement le contester ou le remettre en cause. Malheureusement, le problème, c'est qu'on n'est pas resté là. On n'est pas resté dans une revendication de droits politique, objectif, concret. Bon, il se trouve que dans les années, un peu après la Seconde Guerre mondiale, bon, on peut dire à partir des années 30, mais sous les années 40, avec notamment Simone de Beauvoir, vous voyez, quand on parle de ces questions-là, c'est un nom qui va beaucoup revenir, parce qu'elle va quand même, c'est une charnière, elle va jouer un rôle pivot. Parce que Simone de Beauvoir va nous introduire un peu dans ce qu'on peut appeler le féminisme radical, n'est-ce pas, qui est un peu, on peut dire, une deuxième vague du féminisme, qui est un féminisme idéologisé. C'est-à-dire, pour expliquer, vous savez, Simone de Beauvoir, la compagne, entre guillemets, de Sartre, Jean-Paul Sartre. Alors, Simone de Beauvoir est une marxiste. Et alors, elle va donner une lecture marxiste au féminisme. Elle va entraîner le féminisme qui existait, comme je disais tout à l'heure, sur un terrain idéologique, sur un terrain marxiste. Et quand on dit terrain marxiste, ça signifie que on voit la question des femmes en termes de lutte des classes, des sexes. N'est-ce pas? Un peu comme dans le marxisme, c'est vraiment la question des luttes des classes. Alors, elle va reprendre cette idée-là et la transposer à la question des femmes en parlant de lutte des classes, des sexes. Et vous savez aussi que dans le marxisme, il ne s'agit pas de lutter pour l'égalité. Dans le marxisme pur, la question, ce n'est pas une question d'égalité, en fait. C'est une question de subversion. C'est-à-dire que c'est l'opprimé qui doit devenir oppresseur et vice-versa. C'est un peu la logique marxiste. Hein? Donc, c'est aussi la même logique qu'elle va introduire dans le féminisme. Donc, il faut que les femmes luttent pour renverser, en quelque sorte. Et je crois que vous pouvez un peu lire, n'est-ce pas, déjà là, certains excès qu'on retrouve dans le féminisme aujourd'hui, n'est-ce pas, bon, qui parfois qui s'expriment, y compris dans la famille. Et donc, Simone de Beauvoir, je voudrais qu'on s'arrête à une phrase qui a été tellement commentée de Simone de Beauvoir. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le deuxième sexe. Je ne sais pas, on me l'a appris, que j'ai lu là. Et elle a dit, il y a une phrase qui revient, on ne naît pas femme, on le devient. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette phrase. Alors, cette phrase est fondamentale, hein, parce qu'en fait, c'est vrai. Moi, au début, c'est une phrase que j'ai connue un peu avant d'avoir lu
le deuxième sexe. Mais quand j'ai lu le deuxième sexe, je me suis rendu compte qu'en réalité, on avait donné à cette phrase des lectures que Simone de Beauvoir n'avait pas. N'est-ce pas? Parce que quand Simone de Beauvoir le dit, elle n'est pas vraiment dans un schéma anthropologique qu'on va lui donner plus tard. Bon, mais disons simplement que le problème avec cette phrase, c'est une phrase vraiment dangereuse. Et c'est là que vient tout le glissement, n'est-ce pas? Parce que quand elle dit on ne naît pas femme, on le devient, c'est qu'elle conteste une chose. Elle conteste l'identité féminine en tant que telle. C'est là vraiment qu'on a une dérive fondamentale. C'est-à-dire, en fait, parce que dans cette phrase, elle va poursuivre en s'attaquant à ce qu'elle va appeler les structures de domination de la femme. Les structures sociales de domination de la femme, parmi lesquelles la famille, parmi lesquelles la maternité. Donc, en fait, pour elle, quand elle dit on devient une femme seulement dans la mesure où on accepte, par exemple, la maternité. Ça veut dire qu'on peut contester la maternité, on peut contester le mariage. Vous savez, on va revenir là tout à l'heure. Elle est anti-famille, n'est-ce pas? Ce qu'elle dit de la famille, c'est terrible. Parce qu'elle va dire que c'est les lieux d'esclavage de la femme. Donc, vous voyez un peu, elle va s'attaquer vraiment. C'est là où on voit vraiment les premières dérives arriver parce qu'elle va s'attaquer, d'où après tous les mouvements de libération sexuelle qui vont suivre vont quand même beaucoup s'inspirer là-dessus parce qu'il s'agit, quand on parle de libération sexuelle, en fait, il s'agissait de libérer la femme. Donc, en fait, son objectif, c'est libérer la femme des structures d'oppression, ce qu'elle appelle les structures d'oppression, parmi lesquelles, non, la maternité, d'où la contraception, d'où l'avortement. Donc, vous voyez un peu d'où vont venir, d'un point de vue philosophique, d'où viendront ces évolutions-là. La femme doit être libérée de la maternité, la femme doit être libérée de l'enfantement, quitte à ce qu'elle avorte. Et donc, une des choses fondamentales ici, c'est quoi? C'est qu'on amène la femme, et c'est une tendance qui est très forte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va amener la femme à nier sa propre identité. Donc, la revendication des femmes, ou certaines d'entre elles, sur ce schéma-là, va être de plus en plus radicale parce qu'on va considérer, par exemple, que, bon, je prends l'exemple, hein, vous voyez, en Occident aujourd'hui, des femmes qui, pour des questions de travail, par exemple, décident de ne pas faire d'enfants. Ouais, ça vient un peu, c'est les conséquences de ces évolutions-là. Mais il y a une deuxième conséquence dans cette affirmation de Simone de Beauvoir. Bon, mais deuxième affirmation, en réalité, je vous ai dit qu'elle-même n'a pas développé, en fait, en réalité. C'est poser le problème sur le plan anthropologique. C'est-à-dire que quand on dit on ne naît pas femme, on le devient, les gens vont tirer un peu une lecture qui dépasse la simple question des rôles, comme je disais tout à l'heure. Alors, ils vont considérer que on choisit d'être femme. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire l'être. Je décide d'être l'être féminin, n'est-ce pas? Comme je vais décider aussi d'être un homme. Et c'est là que vient le gender. En fait, c'est à partir de là. Bon, c'est vrai, ce n'est pas ça qui a vraiment le mot gender, mais je dis, c'est là, sa construction qui nous mène vers le gender vient un peu de là. C'est-à-dire, on va donner la définition tout à l'heure, c'est-à-dire que la sexualité est différente du sexe biologique. Le choix, on va faire un peu cette différence entre sexualité et sexe biologique. Bon, on le verra plus tard. C'est-à-dire qu'on peut être homme, n'est-ce pas, mais jouer un rôle féminin dans le cadre de la sexualité. Et vous voyez donc derrière un peu le mot sexualité. Un peu, donc, vous voyez d'où ça s'enracine, n'est-ce pas, avec cette idée de devenir une femme. Alors, maintenant, ça c'est le point de vue historique. Maintenant, du point de vue, bon, on peut compléter le point de vue historique en disant j'ai parlé de la première vague du féminisme au 19e, la deuxième qui suivait un peu avec les Simone de Beauvoir, et par la suite, ce qu'on appelle les gender studies, n'est-ce pas, à partir des années 60 aux États-Unis,
jusqu'à le sommet de Pékin que j'ai évoqué tout à l'heure, la conférence des femmes de 1995. Alors, cette conférence-là est une charnière aussi parce que c'est véritablement à cette conférence que le gender apparaît dans l'agenda international. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que le gender qui était resté jusque-là, alors on va poser la question, est-ce une théorie, est-ce une idéologie? Bon, pour moi, c'est une idéologie. Bon, donc, jusque-là, qui était vraiment une idéologie développée dans les cercles universitaires, surtout aux États-Unis, commence à avoir donc une extension politique, c'est-à-dire une concrétisation politique. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à vouloir l'inscrire dans les agendas internationaux, à transcrire dans les législations nationales. Bon, après, on va dire non, le Cameroun a ratifié, par exemple, le protocole de Maputo, n'est-ce pas? Et parfois, on ne voit pas les choses entre les lignes, mais tout ça est un peu ce processus qui s'est construit progressivement avec donc un tournant au sommet de Pékin sur les femmes. Alors, maintenant, on peut regarder aussi la chose d'un point de vue philosophique. Il y a un débat récurrent qui d'ailleurs s'est accentué. Vous savez que il y a de cela, je crois, 10 ans à peu près, c'était à l'époque de Sarkozy, ce qui était surprenant parce qu'on avait quand même affaire à un gouvernement de droite. On avait introduit le genre gender dans les classes de première en France. Et le gender vient des sciences sociales. Alors, pourquoi l'introduire dans les cours de sciences naturelles? N'est-ce pas? Vous voyez un peu la manipulation parce qu'on a voulu faire passer ça comme une théorie scientifique. Alors que ça vient des sciences sociales. Donc, quand on parle de sciences sociales, ce n'est pas des sciences dures, n'est-ce pas? Où des choses sont parfaitement démontrées, n'est-ce pas, de manière par l'expérience et tout. Donc, à ce moment-là, donc, le débat de savoir le gender, est-ce une théorie, est-ce une idéologie? Bon, ce débat donc est monté. Donc, alors, je vous ai dit tout à l'heure que on ne va pas entrer vraiment dans le détail, il faut de temps, mais ce n'est pas une théorie. On n'a jamais démontré cette affirmation de Beauvoir. Vous voyez? Donc, c'est une idéologie qui elle-même n'est pas tellement nouvelle. On peut aussi parler d'une construction philosophique, mais qui n'est pas nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais encore une discussion avec quelques-uns d'entre eux. Ils disaient que le gender, ce n'est pas une nouveauté d'un point de vue intellectuel. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on présente le gender comme une grande nouveauté. Non. Le gender a tout simplement récupéré, rechauffé, n'est-ce pas, un certain nombre de constructions philosophiques qui existaient. Dans le gender, vous retrouvez l'existentialisme, par exemple. Je crois que quand vous voyez l'affirmation de Beauvoir, c'est clairement de l'existentialisme. On nie notre essence. Tout est un devenir, n'est-ce pas? Tout est un choix, indépendamment de l'essence de l'homme. Donc on retrouve là un peu ces débats nature-culture, qui sont des débats un peu plus anciens, n'est-ce pas? Est-ce que c'est même la question de l'homosexualité, par exemple, derrière cette question, il y a ce débat-là, n'est-ce pas? La nature ou la culture, qu'est-ce qui c'est vraiment un débat qui est très actuel. Donc, ça reste une idéologie et non une théorie, n'est-ce pas, qui n'a jamais été confirmée par l'expérience. C'est une idéologie et qui n'est pas vraiment nouvelle. Alors, on va arriver donc à la question des conséquences. Et comme je disais, ça va nous permettre quand même de définir enfin le gender. Je vous ai dit qu'on allait patienter un peu avant de définir ce que le gender. Alors, je vais revenir au sommet de Pékin en 1995, parce que je vous ai dit que c'était un sommet charnière. Alors, et je vous ai expliqué que lorsque les délégués du Saint-Siège du Vatican avaient demandé des clarifications, parce qu'il y a un document, vous savez qu'à toutes les conférences internationales, ou même nationales, en général, il y a toujours un draft, n'est-ce pas? Il y a toujours un document préparatoire qui est fait. Alors, et ce document-là avait été préparé par les Nations Unies, évidemment, c'est une conférence des Nations Unies, mais qui avait confié ça à un groupe de féministes américaines. Et
qu'il avait totalement orienté vers, comme je dis, un créneau intellectuel, le gender studies, qui existait dans les universités américaines depuis les années 60. Donc, à partir du moment où on voit donc ce mot gender qui revient partout, les délégués du Vatican demandent des clarifications. Qu'est-ce que c'est? Et ils vont répondre. Et ils ne vont pas se cacher. Ils vont donner la définition suivante. Par genre, bon, alors, le mot gender en anglais, il a été traduit par genre. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Beaucoup de gens pensent que le mot genre, n'est-ce pas, le mot genre qui est quand même, qui est d'abord, ça relève d'abord de l'ordre de la langue, de la linguistique grammaticale, n'est-ce pas? Donc, on s'en est approprié, mais il y a beaucoup qui estiment que ça ne rend pas suffisamment compte de ce que c'est que le gender en anglais. Alors, ils vont donner la définition suivante. Par genre, on entend les rôles et responsabilités socialement déterminés de la femme et de l'homme. Le genre, ça je cite, hein, le genre dépend de la manière dont nous nous percevons et croyons penser et agir comme femmes et hommes en vertu de la structure sociale et non de nos différences biologiques. Alors, si vous n'avez rien compris, c'est la même chose que ces délégués. Moi-même, je n'avais rien compris lorsque j'ai lu ça au départ, n'est-ce pas? Mais par la suite, les choses vont apparaître de manière très claire. Alors, il s'agit de dire quoi? Je résume un peu, hein, pour ne pas qu'on s'enferme dans beaucoup de considérations théoriques, mais pour résumer un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le sexe biologique ne détermine pas l'identité, le rôle ou la fonction d'homme ou de femme. Pour être encore plus concret, je peux être de sexe biologique masculin, mais choisir une orientation et une identité féminine. Vous avez vu les frères, ceux qui ont aimé Matrix comme moi, là, les réalisateurs, sont devenus des femmes. Je crois que vous avez vu ces images-là. Vraiment, hein, ça, vous voyez tout. C'est ça le gender, en fait. Donc, concrètement, on peut être de sexe masculin, mais choisir une orientation, une identité féminine, et par conséquent, demander, parce que ça ne s'arrête pas là. Mais le problème, c'est qu'on va demander à être reconnu comme une femme par la société. N'est-ce pas? D'où tout ce que vous voyez là, vous voyez les conséquences. Vous voyez que, bon, ceux qui font les demandes de visa dans certains pays, vous allez voir qu'on ne met plus masculin, on ne met plus sexe masculin, féminin dans beaucoup de formulaires. Vous voyez un peu. Donc, et vous voyez un peu d'où aussi les débats en France. Hein, on enlève le père, la mère des formulaires. Soit parce que je dois, si je suis une femme et je veux être reconnu comme un homme, il faut que la société me reconnaisse comme un homme. Je suis une femme, mais je ne veux pas. Je suis un homme, mais je refuse qu'on m'appelle monsieur. Parce que je suis femme. N'est-ce pas? C'est ça le gender. Donc, et je vais aller encore plus loin parce que je vais prendre une auteure. Je vous ai parlé tout à l'heure de Simone de Beauvoir. Mais je vais vous citer quelques auteurs comme ça. Simone de Beauvoir. Bon, j'aurais pu parler d'Elisabeth Badinter plus récemment. Hein. Bon, mais je vais parler surtout d'une. Vous ne pouvez pas échapper si vous travaillez sur les questions de gender. Elle s'appelle Judith Butler. C'est une américaine et c'est un peu le pape, le tenant du gender. C'est une femme. C'est une femme. Alors, bon, je ris un peu. Bon, elle est homosexuelle assumée. Et un peu homme, n'est-ce pas? Mais c'est une femme, n'est-ce pas? Alors, elle a écrit un livre de référence pour eux qui s'appelle Trouble dans le genre. Alors, elle dit, voilà, je la cite, hein, parce qu'il ne faut pas dire que c'est nous qui le disons, n'est-ce pas? Je cite. C'est pour ça que c'est quand même très étonnant de voir à quel point, pourquoi est-ce qu'il continue à avoir la confusion entre le féminisme et le gender? Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Il n'y a pas de comparaison. Donc, voilà ce que Judith Butler dit. Homme et masculin pourraient désigner aussi bien un corps féminin qu'un corps masculin. Je la cite. Hein. Femme et féminin, autant un corps masculin qu'un corps féminin. Donc, je continue à la citer. Si on est femelle, du sexe féminin, cela n'implique pas une destinée sociale de femme. Vous vous retrouvez un peu Simone de Beauvoir, non? Si vous avez bien suivi. Celle-ci résulte d'une acquisition
progressive, vous retrouvez aussi Simone de Beauvoir, même si, je vous ai dit tout à l'heure, ici, on est déjà clairement dans une perspective anthropologique, je dirais même ontologique, n'est-ce pas? On n'est plus dans une perspective, comment dire, de subversion, n'est-ce pas? Comme le cas de Simone de Beauvoir. Et je vais terminer toujours Butler. Il faut vraiment les citer. Hein. Le masculin et le féminin sont des simples rôles sexuels et sociaux subjectifs que l'on peut endosser et même alterner selon ses envies. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle-même, aujourd'hui même, elle est aussi une critique du gender. Parce qu'elle dit qu'il faut dépasser le gender, n'est-ce pas, et aller vers ce qu'on appelle l'approche queer, n'est-ce pas, parce que ce qu'elle dit là, c'est que, effectivement, pour elle, le gender fige, la notion de gender traduit une orientation sexuelle figée, n'est-ce pas? Il faut passer à une approche qui est pour rendre compte du fait que ça peut changer. Je peux être une femme aujourd'hui, demain un homme, 2 ans plus tard après, ça change. N'est-ce pas? C'est un peu son nouveau leitmotiv, hein, terrain de bataille. Donc, pour résumer, là, j'exprime avec mes mots maintenant, le gender est l'orientation sexuelle librement adoptée par un être humain, indépendamment de la constitution biologique naturelle. Donc, c'est une espèce d'identité sexuelle sociale qui n'a rien à voir avec le sexe biologique. Et alors, pas vraiment une opposition, parce qu'ils sont plus subtils que ça, n'est-ce pas? Bon, on n'a pas le temps d'aller plus, ils sont plus subtils. Ce n'est pas vraiment une opposition en tant que telle, mais ce n'est pas qu'on conteste. Attention, dans les études de gender, ils ont été intelligents parce qu'ils ne contestent pas l'existence du sexe biologique. Il existe le sexe biologique. Mais il existe simplement une identité qui est supérieure, n'est-ce pas, une construction qui devient supérieure au sexe biologique et qui, de ce fait-là, doit s'imposer, n'est-ce pas, socialement. C'est un peu la subtilité. Donc, voilà, j'ai voulu définir le gender à ce niveau. Et si vous avez bien suivi la définition de gender, vous allez comprendre que les conséquences coulent de source. N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que les conséquences vont d'elles-mêmes. Donc, les conséquences ont été formulées par les tenants du gender studies. N'est-ce pas? On va retrouver beaucoup d'intellectuels féministes entre guillemets, américaines, n'est-ce pas, qui vont montrer effectivement que l'objectif du gender, ça n'a jamais été vraiment la défense du féminisme. Je pense qu'il y a d'ailleurs, voilà, je vais citer une auteure du gender qui s'appelle Dale O'Leary, qui avait été explicite, n'est-ce pas, et qui dit l'intérêt primordial, ça je cite, du féminisme radical n'a jamais été celui d'améliorer directement la situation de la femme, ni d'augmenter sa liberté. Il s'agit d'imposer un modèle anthropologique et social alternatif construit sur la négation de la différence biologique entre l'homme et la femme. Donc, les choses sont extrêmement claires. Et ça, c'est les auteurs du gender. Ils n'ont pas avancé basket, contrairement à ce que les gens vont penser. Donc, en fait, derrière la question du gender, l'objectif n'était ni plus ou moins que la promotion du LGBT. Donc, si vous avez bien compris la définition, il s'agissait simplement de dire que puisqu'on n'est ni homme ni femme, mais déjà, on peut intervenir les places, l'homme pouvant être la femme et prendre ainsi place à côté d'un autre homme. Donc c'est très clair, n'est-ce pas? Derrière ça, vous voyez clairement le LGBT. On n'a pas besoin de faire beaucoup de dessins. On peut aller plus loin hein, sur le plan théorique, n'est-ce pas? Reprendre un peu les argumentaires sur le genre, n'est-ce pas? Bon, il y avait un certain nombre de principes. Je prends par exemple ce qu'ils ont appelé le principe polymorphe, n'est-ce pas? Selon lequel les hommes et les femmes ne ressentent pas d'attraction pour les sexes opposés par la nature, mais plutôt à cause d'un conditionnement de la société. Donc vous retrouvez un peu, quand j'ai parlé tout à l'heure de la perspective philosophique, vous retrouvez un peu ces débats de nature
culture. N'est-ce pas? Donc, il s'agit clairement de défendre les sexualités LGBT. C'est de ça qu'il s'agit. On peut faire tout un discernement, écrire des tonnes de livres, mais en fait, c'est ça le gender. Et même, certains auteurs vont aller plus loin, en cherchant plutôt à dévaloriser l'hétérosexualité. Il y a cette tendance dans les études de gender. Je prends par exemple les propos d'Adrienne Rich, qui est une féministe américaine, et qui dit par exemple que on a trop attendu pour proposer une critique féministe de l'orientation hétérosexuelle obligatoire de la femme. Une stratégie appropriée et viable du droit à l'avortement consiste à informer chaque femme du fait que le rapport hétérosexuel est un viol. Donc, vous voyez un peu parfois jusqu'où on peut arriver dans les dérives. Et là, tout de suite, nous entrons dans les conséquences. On a vu déjà un certain nombre de conséquences. Je vous ai dit, dès Simone de Beauvoir, la question de ce qu'elle appelait les structures d'oppression, n'est-ce pas, de la femme s'est posée. Et en tête desquelles il y avait la famille, n'est-ce pas, le mariage et la famille. Donc, pour elle, retrouver sa liberté pour la femme signifiait passer par une déconstruction, n'est-ce pas, de la famille, une déconstruction qui s'attaque au mariage, n'est-ce pas. Et elle avait les mots les plus durs, n'est-ce pas, contre le mariage, n'est-ce pas. Elle traitait le mariage aussi paradoxalement d'institution bourgeoise aussi répugnante que la prostitution, n'est-ce pas. Vous voyez donc, on prend aussi Alice Ondiag, c'est aussi un nom qu'il faut retenir dans ces gender studies-là, qui dit que la suppression de la famille fera aussi disparaître l'obligation de procéder à la répression sexuelle, n'est-ce pas. Des discours parfois qui ont été repris, n'est-ce pas, quand on dit la famille est le lieu d'esclavage moderne. Donc, vous voyez un peu toutes les conséquences qui se sont posées au niveau sociétal. Et on a dit tout à l'heure que si on arrive sur cette question, par exemple, de la sexualité, n'est-ce pas, lorsqu'on arrive à la reconnaissance de ce concept de gender, il y a une cascade de conséquences, soit sur les débats aujourd'hui qu'on a, par exemple, sur la PMA, je l'ai dit au départ, n'est-ce pas? Vous voyez un peu toute la série de conséquences qui arrivent. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais je voudrais terminer aussi, se recentrer maintenant un peu sur la question de la famille. Alors, je vais revenir un peu à mon introduction. Vous voyez, j'ai essayé au départ de poser un peu la question de l'enracinement du féminisme, même s'il s'agit du féminisme historique, qui n'est pas le féminisme radical qu'on a aujourd'hui. Il y a quand même lieu de voir que d'un point de vue intellectuel, philosophique, c'est des mouvements contestataires, n'est-ce pas, qui sont nés en réaction, n'est-ce pas, en réaction à un certain nombre de dérives du patriarcat, dérives de la culture. Et ces évolutions sont nées un peu de cette question du patriarcat qui, en lui-même, je précise bien, quand je parle du patriarcat, je parle ici en termes de dérives. On a cité quelques-unes tout à l'heure, quand on a parlé du féminisme, la première vague du féminisme au 19e siècle, c'était des revendications objectives, n'est-ce pas, le droit de vote, les droits économiques, le droit de faire des études. J'ai pris l'exemple des études universitaires, par exemple, que les femmes ne pouvaient pas faire, n'est-ce pas. Donc, c'est des revendications objectives qui viennent un peu en réaction à une donnée culturelle qui a eu beaucoup de dérives, n'est-ce pas, à l'égard des femmes, et qui se poursuit, n'est-ce pas, à travers les stéréotypes, à travers la culture, à travers la manière d'envisager le rapport à la femme, n'est-ce pas, qui persiste. Donc, nous sommes partis de là. Donc, lorsque nous parlons aujourd'hui de la question du gender et de ses dérives, on ne peut pas occulter. À l'introduction, j'ai parlé un peu du gender comme le lieu de confrontation de deux extrêmes, n'est-ce pas? Ces extrêmes qui sont
les dérives qu'on a pu observer dans notre culture qui sont persistantes, mais aussi les extrêmes du féminisme. D'où la question de comment est-ce qu'on arrive à éviter ces extrêmes-là et à passer à un rapport de collaboration, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, la question des enjeux pour la famille. Nous avons parlé du féminisme radical, n'est-ce pas, qui aussi a ses dérives. Mais aussi, si on rentre dans on le met en parallèle, n'est-ce pas, avec ce féminisme historique, bon, on a un certain nombre de choses qui ressurgissent de manière concrète dans la vie familiale. La question, par exemple, du travail. Quand on parle des dérives d'une vision, des dérives du patriarcat, par exemple, la question du travail. Cette question-là reste posée. Et quand je parle du gender ou du féminisme radical comme lieu d'affrontement, de conflit, vous voyez deux perspectives qui s'affrontent sur la question du travail. D'un côté, j'ai pris Simone de Beauvoir, n'est-ce pas, qui va pousser son radicalisme jusqu'à amener la femme à nier son identité, à contester sa propre identité parce que pour elle, ou ses propres fonctions, ses propres rôles de cette identité-là, parce que pour elle, c'est la source de l'oppression des femmes. Vous allez voir donc deux extrêmes. Sur la question du travail, sous le prétexte du travail, par exemple, la femme va refuser la maternité. Je l'ai dit tout à l'heure. Le refus, par exemple, de la maternité. De plus en plus, de femmes attendent, diffèrent, bien servies par la contraception et l'avortement. Elles attendent, n'est-ce pas, avant de faire des enfants. Parfois, ça arrive tard et ce n'est plus possible. Parce qu'il faut se réaliser professionnellement. Et le travail ici est compris en termes d'affrontement, n'est-ce pas, avec cette identité féminine, n'est-ce pas, dans son rôle de maternité. Mais de l'autre côté également, les dérives du patriarcat, le refus, par exemple, certaines, ça existe. Nous qui travaillons beaucoup avec les jeunes, les fiancés, on peut être surpris de voir encore beaucoup de jeunes qui refusent que leur fiancé travaille. Moi, j'ai des cas concrets. Donc, vous voyez un peu deux extrêmes, n'est-ce pas? D'où le conflit, la question du travail. On peut prendre aussi, par exemple, la question de l'autorité. Alors, d'un côté, un féminisme radical, dans la logique de Simone de Beauvoir, j'ai dit que c'était une logique de subversion, parce qu'elle a une lecture marxiste du féminisme. Et j'ai dit, qui dit marxisme dit, le marxisme, ce n'est pas l'égalité, c'est plutôt la subversion. C'est-à-dire, l'opprimé doit devenir oppresseur. C'est ça la logique marxiste pure. Et donc aussi, la femme doit devenir oppresseur. Donc, d'un côté, il y a cet enjeu d'autorité, de pouvoir. n'est-ce pas, l'homme revendiquant cette autorité-là, de manière, je suis toujours sur les dérives, de manière extrême, et la femme répondant pas. Et vous voyez, de plus en plus, on voit ça en Occident surtout. Vous avez cette logique-là, n'est-ce pas, une recherche assumée de prise de pouvoir par la femme, n'est-ce pas, vraiment dans un sens dominateur. Nous parlons clairement ici de domination. Donc, à la domination masculine, dans toutes ses dérives, il faut remplacer la domination féminine. Affrontement. Donc, nous allons parler du travail, de l'autorité. Parlons aussi de quelque chose qui me tient souvent à cœur, n'est pas l'affectivité. C'est-à-dire, bon, et ça touche là le sens même du mariage. C'est-à-dire, une dérive, n'est-ce pas, les extrêmes. La femme qui est une mère au foyer et qui est une procréatrice, tout simplement. Cette vision des dérives qu'on a parfois dans nos cultures contre les femmes, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, aujourd'hui, la femme qui, à juste titre, ça il faut le reconnaître, revendique aussi une conception du mariage comme lieu où elle a de l'affection, de l'affectivité. Et vous voyez aussi que nous avons ce problème aujourd'hui. Une génération d'hommes qui ont été élevés, qui ont été construits avec la difficulté à exprimer des élans affectifs. C'est quand même quelque chose d'extrêmement fort dans notre culture.
n'est-ce pas, cette idée de faire plaisir à une femme, de lui dire des bons mots, nous sommes parfois dans des schémas culturels qui considèrent ça comme une faiblesse pour l'homme. Mais la femme ne l'admet plus, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, moi, par exemple, les jeunes que j'accompagne souvent, qu'on écoute, surtout les jeunes couples dans leur premier pas, la question du pouvoir, la question de l'affectivité. Les jeunes filles, je vois beaucoup vivre des drames parce qu'elles revendiquent ça, n'est-ce pas? Surtout dans les premières années du mariage. Donc, vous voyez comment est-ce que euh, ces questions-là rejaillissent un peu sur la famille. Donc, je voulais terminer parce que je disais qu'on va avoir deux parties, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a vu la première partie. Donc, on a posé un peu les bases, situé un peu la tension actuelle, n'est-ce pas, dans ses manifestations, dans son histoire, n'est-ce pas, dans ses références philosophiques, etc. On a situé dans ces lieux de tension, de conflit, comme ceux que je viens d'énumérer tout à l'heure. Mais la question fondamentale, on l'a posée à l'introduction, et c'est l'objectif de ce cycle de deux conférences. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce n'est pas que les solutions manquent. Et nous allons voir, esquisser très rapidement en quelques mots, mais nous allons creuser là-dessus au mois de novembre. Benoît XVI a trouvé dans une lettre sur la collaboration de l'homme et la femme, il a trouvé une expression magnifique. Il faut passer à un rapport de collaboration. C'est-à-dire, nous avons parlé des dérives du gender. Et je me suis employé aussi à montrer la responsabilité parce que j'ai vu sur certaines conséquences, je voyais les yeux, je voyais vraiment la PMA, etc. Mais il faut reconnaître une responsabilité. Je parle en public masculin ici. Donc là, je parle des hommes avec petites tâches. Il faut reconnaître cette responsabilité dans ce mouvement qui, je dis encore une fois, historiquement est quand même un mouvement réactionnaire, en réaction. C'est un fait historique qu'on ne peut pas contester. Et bien sûr, on a dénoncé toutes les dérives de ces évolutions-là, mais le fait reste là. Comment passer donc à un rapport qui va être un rapport de collaboration? Nous allons développer ça davantage au mois de novembre. Mais c'est clair aujourd'hui qu'il y a au moins deux choses fondamentales à retenir, qui sont des principes. Retenir la question de l'égalité. Premier principe, l'égalité fondamentale de l'homme et de la femme. Même égalité, même dignité. Quand on parle d'égalité ici, c'est en termes de liberté, de dignité, de liberté, comme créature du même Dieu, n'est-ce pas, comme enfant du même Dieu. Et donc, on ne peut pas revendiquer la paternité sur la femme, et vice-versa. Je crois que c'est très clair, même d'un point de vue biblique, n'est-ce pas, quand vous voyez un peu la Genèse, la manière dont Ève est créée, n'est-ce pas, l'image d'Adam endormi, on peut tirer un certain nombre de lectures, n'est-ce pas, comme celle qui consisterait à dire, je reprends un peu ça dans mon livre là, qu'il n'y a pas une possibilité de revendication de la paternité, le principe d'égalité. Mais il faut préciser tout de suite, il s'agit d'une égalité ontologique, d'être, l'être. L'égalité ici, c'est dans un rapport d'être. Parce que si vous n'avez pas ajouté ça, vous rentrez dans les dérives du féminisme radical et du gender. Si vous comprenez égalité en termes de, vous rentrez dans les dérives. Égalité d'être. Nous sommes tous êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et de ce point de vue, nous avons la même égalité, la même dignité et la même liberté. Première chose. Deuxième chose, la différence. La différence. Il y a égalité, il y a différence. Et la négation de cette différence-là, c'est une fiction philosophique, sociale. Nous sommes différents. Et quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai, mais une fois, je discutais un peu avec la sœur Sylvia de Regretter Mémoire, qui travaille aussi beaucoup sur ces questions-là. Et on discutait, le pape Jean-Paul II
Bien sûr, je vous ai parlé du rôle des représentants du Saint-Siège à la conférence de Pékin en 1995, qui avait aidé vraiment à démasquer cette affaire de gender. C'était les délégués du Saint-Siège qui avaient posé la question, mais gender, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes venus à un sommet des femmes, maintenant on voit gender partout dans le document, c'est quoi le gender? Donc il y a cette contribution du pape Jean-Paul II. Elle me disait, il était un peu mal à l'aise avec ça, d'un point de vue intellectuel. Parce qu'il se demandait comment prendre du temps, intellectuellement parlant, pour démontrer qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Pour lui, c'était tellement évident qu'il avait du mal à accepter ça comme un sujet de débat intellectuel. C'est tellement évident. Bon, on est dans le débat. Donc, en fait, la différence. Et cette différence-là, c'est le dernier principe. C'est cette différence-là qui nous place dans quelque chose de central, qu'on va beaucoup développer la complémentarité. La différence pour la complémentarité. Nous sommes différents pour nous compléter. La différence n'a de sens que si on se place dans un rapport de complémentarité. Et je reprends un peu pour revenir. En novembre, on parlera beaucoup aussi des données bibliques. On va revenir sur Saint Paul. On va proposer un peu une relecture de Saint Paul sur ces questions-là, parce que beaucoup de gens le citent souvent. Mais, par exemple, dans le livre de la Genèse, pourquoi Ève est créée? Il faut une aide. Mais on ne peut être une aide que dans la mesure où on est différent. On ne peut être une aide que dans la mesure où on est différent. Parce qu'à ce moment, on peut apporter quelque chose. Donc, la différence est fondatrice de l'humanité. Il faut s'inscrire dans un rapport de complémentarité. On va voir comment donc cette complémentarité se manifeste dans la famille. Donc, 3 choses. Reconnaître cette dignité. Deuxième chose, la différence. Et troisièmement, le rapport de complémentarité, parce que cela me permet de dire, terminer là-dessus, que la différence ne nous place pas dans un rapport vertical. Je prends un exemple pour terminer là-dessus. Ceux qui ont vu le livre, pour mieux expliquer, pour ne pas être dans trop de théorie, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. On parle beaucoup des différences et qui ont la prise de conscience de ces différences est vraiment nécessaire. Et lorsqu'on dit par exemple que la femme est émotionnelle et l'homme est rationnel, alors nous sommes dans une société, vous allez voir un peu, nous on est dans une société qui a valorisé la rationalité. Mais on a souvent oublié que, attention, l'être humain qui n'est que dans la rationalité devient quoi? Une machine, non? Un monstre. Bon. Donc, la rationalité n'est pas supérieure à l'émotivité. Les deux se complètent si chacun reste dans un juste ordre. Et on peut prendre cet exemple-là pour saisir. On ne peut pas dire simplement que la femme est émotive. Non, ces émotions-là peuvent construire. Pas? Tout comme si nous, les hommes, on ne reste que... Et on le voit très bien dans les couples. C'est un des lieux de tension. L'homme est souvent très... Je vois, bon, nous tous, même dans mon couple, l'homme, il est analytique, n'est-ce pas? La femme dépasse souvent ça. Il faut voir d'autres choses qui ne sont pas des composantes rationnelles, mais qui peut-être d'ordre relationnel, par exemple, et qui deviennent centrales pour elle. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, on est dans un rapport de complémentarité. Donc voilà pour la première partie. On verra la deuxième partie au mois de novembre. OK. Merci à tous d'avoir suivi. Maintenant, on ouvre les échanges. C'est un peu long, mais c'est un thème très complexe, très vaste. Et même 2 sessions, ce n'est pas suffisant pour l'épuiser complètement. Donc, on va ouvrir quelques questions pour ceux qui ont...